Luc, Bruce Springsteen s'est invité au G7 aujourd'hui. Le boss lui-même en personne. Blague à part, Donald est arrivé en retard à une rencontre sur le développement international et son prétexte, c'est que c'était lui le patron. Oh, écoute, c'est difficile par moment de commenter ça de manière très, très sérieuse et on attend des journalistes, des chroniqueurs, des animateurs qu'on commande de manière rigoureuse, des choses qui sont parfois difficiles à commenter très sérieusement. Donc, Donald Trump qui arrive à la Donald Trump, c'est pas mal, en tout cas publiquement, des choses qu'on ne dit pas. Mais donc, effectivement, c'est le patron. Et j'étais justement à l'écoute, avant qu'on nous branche, de Donald Trump. Et même là, commenter ce qui ressemble à un point de presse avec des gens qui, à ses côtés, sont sérieux. Je pense à Marco Rubio, le secrétaire d'État, par exemple. Non seulement on cumule un nombre de mensonges et de désinformations, mais sur la scène internationale, il les ramène dans ses petits projets personnels à Washington. Dans quelle mesure un journaliste à l'international, un Européen ou un journaliste qui représente le Proche, le Moyen-Orient peut s'y retrouver? C'était du grand Donald Trump. Et puis donc, il est question là, quand même d'un certain nombre de sujets à ce G7 qui se termine. On n'a pas le sentiment que les... Enfin, ça s'est plutôt bien passé, mais on n'a pas le sentiment non plus qu'il ressort de grandes conclusions ou de grandes avancées de cette rencontre. On s'est serré la main, on s'est fait des bisous, mais il n'y a pas eu de décision là, qui a été majeure, qui a été annoncée ou prise au cours des 48 dernières heures. Non, voilà. Puis soulignons au passage, le président américain a été dans l'ensemble beau joueur. Ce n'était pas prévu, par exemple, qu'il rencontre Volodymyr Zelensky et il l'a fait. Il avait accepté une rencontre conjointe, là, une rencontre de groupe, séance de travail, mais il a accordé du temps à Zelensky. On souhaitait également que le président s'engage pour des sanctions vers la Russie. Le président a livré la marchandise. Donc, il ne s'agit pas effectivement d'un rapprochement particulièrement spectaculaire. On n'inverse pas les grandes tendances, mais ça a été une rencontre, somme toute, on se contente parfois de peu, mais on prend ce qu'on a, surtout quand les attentes étaient très basses. Ça se termine sur une note plus positive que ça ne l'avait commencé. Et en échange, en passant, les joueurs du G7, dont le premier ministre canadien, lui ont retourné l'ascenseur à Donald Trump. C'est Carney qui est allé très fort, je trouve, en disant le fameux protocole d'entente, c'est un game changer. Hein? Ça change la donne. C'est quelque chose qui est majeur. Donc, somme toute, un bilan mitigé, mais plus positif que négatif, si je me souviens des attentes qu'on avait qui étaient au plus bas avant le début du G7. D'ailleurs, je louvoie un petit peu, là, puisque tu nous emmènes sur ce terrain-là, mais Mark Carney a été interviewé par Caitlin Collins de CNN, qui est un peu mon idole, honnêtement, mais et c'était très intéressant entre les lignes, Mark Carney a vu le document d'entente. Benjamin Netanyahou ne l'a pas vu, ce qui est quand même, ça en dit, je ne sais pas ce que ça dit en fait, mais est-ce que Mark Carney, à travers l'espèce d'illusion de conflit Canada-Amérique, serait pas d'une certaine façon préféré par Donald Trump par rapport à son homologue israélien? J'ai trouvé ça bien particulier quand même, cette petite nuance-là de... Une petite blague au passage, M. Trump a dû trouver que Caitlin Collins, à qui il reprochait de ne jamais sourire, a sorti son plus beau sourire pour Mark Carney. Donc, peut-être des tarifs à la hausse, qui sait, prochainement. Plus sérieusement, donc, je pense que ce que tu soulignes, Francis, est important parce qu'il y a... C'est pas un point de rupture, mais clairement, dans le dossier iranien, dans le conflit en Iran, il y a une faille ou une fissure dans la relation avec Israël. Il faut se rappeler que ça fait pas si longtemps, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, début 2025, Benjamin Netanyahou y était allé d'une phrase dans le genre « C'est le meilleur ami sur lequel Israël a pu compter à la Maison-Blanche dans l'histoire. » C'est quand même pas rien. Donc, on est passé de cette entente, puis de projets, on le sait, multiples. C'est très, très large ce qu'on fait avec Israël. C'est de l'aide militaire, c'est du soutien diplomatique, ce sont des partenariats, des ententes commerciales également. Rappelle-toi, on a appuyé du côté américain l'annexion du Golan par Israël. On s'est entendu sur les accords d'Abraham. On avait déménagé l'ambassade américaine et reconnu Jérusalem. Donc, tout ça pour dire, cette relation-là historique semble être au plus fort. Premier mandat et début deuxième mandat.
Mais clairement, sur l'Iran, dans les mots et dans certains gestes, dont le fait d'ignorer, semble-t-il, le contenu du protocole d'entente, il y a une fissure. Reste à voir, est-ce qu'elle va s'élargir? Est-ce qu'on va la colmater? Ce n'est pas encore un point de rupture, bien sûr, mais c'est quand même très intéressant que tu portes ça à notre attention aujourd'hui parce que c'est pas anodin, c'est pas banal ce qui se passe. Et on n'aura pas le temps d'en parler et je m'en veux à moitié de vous recommander ça, mais franchement, j'ai écouté un bout de l'entrevue de Tucker Carlson hier, qui n'est pas mon préféré, mais avec Trita Parsi, qui est un spécialiste là, des affaires étrangères, où il explique l'évolution du sentiment du public américain et du président Trump envers Israël. Ça vaut quand même le détour. Isabelle, es-tu fière d'être canadienne? Ça, c'est une grosse question à débat. Luc, toi, écoute, je voulais pas vous emmener sur le territoire de l'indépendantisme, mais tout ça pour dire que j'avoue que... Toi, comme ça, Francis, es-tu fière d'être canadienne? sans introduction, sans transition, de but en blanc, comme ça. Je vais reprendre le sujet. Ricochet, toi, Francis? Un nouveau... Question piège! On m'avait dit que je n'avais pas le droit de faire de quiz à cette émission-là, mais finalement, ça me tente quand même fortement de m'y remettre. Luc, là où je voulais t'emmener, c'est qu'en fait, un nouveau sondage qui a été publié qui montre, en fait, et c'est très surprenant, seulement 51% des Américains disent être fiers de leur patrie, de leur nation, pour ce pays chauvin, de Great America Great là, et tout ça. 50, ça veut dire que l'autre moitié, essentiellement, n'est pas fière. Peut-être sur la ligne d'émarcation bleu-rouge, évidemment. Et ce qui est frappant, c'est que, et là, je vais nous exclure de cette conversation, Isabelle, mais 78% des Canadiens disent être fiers. Et ça inclut un contingent de Québécois. On ne sait pas quelle proportion, mais c'est quand même fou que les Canadiens soient rendus plus fiers de leur patrie que les Américains, qui est la patrie de la fierté. Comment toi, en tant qu'historien, en tant qu'expert des affaires américaines, tu interprètes tout ça, Luc? Ben, dans le cas du Canada, incluant le Québec, effectivement, il y a un effet Trump, littéralement. Donc, les sondages, en passant, là, pour la fierté des Canadiens ou des Québécois dans le fait de s'étiqueter ou d'être Canadien. Donc, ces chiffres-là sont moins récents. C'est 2025. Ceux sur lesquels je vais revenir pour Trump et les Américains, ceux-là sont à jour. Là. C'est du frais, c'est du tout chaud. Mais il y a bel et bien eu un effet Trump. Le fait que Donald Trump et l'ambassadeur Hoekstra aient eu des propos très durs, puis parfois cavaliers à l'endroit du Canada, je pense qu'il y a eu l'effet, là, puis je veux pas non plus m'embarquer sur la définition de l'expression, mais le fameux elbows up du premier ministre canadien, ça a eu un certain effet. On a été ébranlés, puis on s'est regroupés. Et ça arrive dans l'histoire des pays. Par exemple, pour te dire mon étonnement ce matin en lisant sur le 51%, au lendemain du 11 septembre 2001, plus de 90% des Américains étaient très fiers. Et il faut se rappeler, même si ensuite on l'a délaissé dans son deuxième mandat, on était tous ligués derrière George W. Bush, qui jusque-là n'était guère apprécié aux États-Unis. Et là, dans les deux cas, on se range derrière le président et on est très fiers. Ce qui m'étonne, c'est vraiment le chiffre. C'est qu'on est passé de 90 en 2001 à 82 autour de 2013 et maintenant à 51%. La chute est dramatique et elle va au-delà, Francis, de ce que tu évoquais comme étant la ligne partisane. La polarisation, c'est un des facteurs, mais il y a deux autres facteurs au plan historique qui jouent et qui, moi, me font tiquer pour l'avenir des États-Unis, c'est qu'il y a les fameuses inégalités. Donc, on en est à déplorer. Quand on regarde la situation actuelle et qu'on se projette vers l'avant, on constate qu'il y a, et c'est une réalité statistique, là, c'est pas une question gauche-droite, là, il y a de plus en plus d'inégalités aux États-Unis. Et l'autre chose, il y a une crise de confiance majeure, on la note ici aussi, mais une crise de confiance à l'égard des politiciens, Maison-Blanche et Congrès, à l'égard des médias, qu'est-ce qu'on en a parlé souvent, et dans un troisième temps, également dans nos grands meneurs, dans les grandes entreprises. On pense que tous ces gens-là nous amènent dans une mauvaise direction et c'est frappant. Plus on est jeune, moins on a confiance. Donc, c'est un sondage dans lequel il y a beaucoup de choses à aller chercher. Si on pense à un politicien populiste, entre autres, là, on s'en va en élection, ou des politiciens populistes, il y a une grogne, une inquiétude, une angoisse à exploiter
mais 51%, retenez, je ne me souviens pas, puis j'ai enseigné l'histoire américaine pendant 30 ans, je me souviens pas de chiffres aussi mauvais pendant ma carrière. Tu as commencé ça jeune, hein, quand même. Je te regarde, là. on dirait pas ça, hein? Je vais avoir 29 cette année. Je vais avoir 29 cette année, puis j'ai enseigné 30 ans. Donc... Des bons gènes, puis une bonne crème. Bonne crème hydratante. Pareil sur les crèmes de jour. Au terme de ce préambule, est-ce que je peux te reposer la question, Isabelle, finalement? Là? Est-ce que tu veux donner une réponse? Ben toi, Francis, es-tu fier d'être Canadien? Ben, je sais pas. Je suis un peu... je vais être très honnête avec vous et je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Luc. Je me sens québécois, évidemment, et j'ai une grande fierté envers la langue, envers la nation québécoise. Mais c'est vrai que depuis Trump puis tout ça, il y a un petit peu de canadianisme qui remonte à la surface. De façon généralisée, on le voit. Difficile de le doser, ouais. mais j'ai un petit côté elbows up. Là. Je suis pas, j'endose pas tout le messaging puis la propagande autour de ça, mais c'est vrai qu'il y a des fois j'ai envie qu'on, puis là on voit Daniel Smith qui vient voir Paul Saint-Pierre Plamondon, puis t'es comme coudon, il y a une certaine parenté, une volonté d'indépendance très forte entre ces différents peuples qui forment le Canada. En tout cas, là, je vous livre ma petite analyse à Saint-Saëns, mais quand même, ça me surprend pas, en tout cas, ce chiffre-là. Ouais. Francis, souverainiste ou pas, parce que la question, bien sûr, elle est probablement dans la tête de ceux qui nous écoutent. Oui. Qu'on soit souverainiste ou pas, pour négocier avec les États-Unis, nous sommes attachés au Canada. Donc, quand on a un partenaire qui vient au plan culturel, au plan économique, au plan de la diplomatie, bousculer tout le monde, je pense que c'est un peu normal, même si on est souverainiste, que d'être plus solidaires, les Canadiens, dans cette épreuve-là, qu'on ne va l'être des États-Unis. Et c'est un peu comme ça que je vois les chiffres, parce que ça m'est apparu très élevé, mais c'est 2025, c'est 72%, au moins selon les relevés de Statistique Canada, des sondages 2025, 72% des Québécois se disent fiers d'être Canadiens. Si on regarde les sondages ici pour la campagne électorale à venir, entre les partis souverainistes ou pas au Québec, 72%, c'est quand même un chiffre qui est assez élevé. Quand même étonnant. Et donc, votre mission, si vous l'acceptez, c'est de faire répondre Isabelle Perron à cette question d'ici la fin de la saison estivale. Il arrive sur une zone... Zoom! Merci, Luc La Liberté. On se retrouve demain. Salut à vous deux.